qu'il est bien réglé, hein. Ni trop fort, ni trop faible. Oui. Ben, depuis qu'on enregistre, on me demande de parler dans un micro. Donc, alors on m'a proposé il y a quelque temps de faire une conférence sur l'astronomie chinoise. Je ne vous cache pas que ça m'a causé quelques petits problèmes parce que l'astronomie chinoise, il y a peu de documents. Il y a peu de documents et en plus ces documents sont quelquefois contradictoires. Ce qui nécessite de retourner non pas aux sources chinoises parce que je n'y comprends strictement rien, mais à des documents, disons, plus sérieux. Alors j'en ai trouvé effectivement, en particulier, un bouquin qui a été fait par un physicien, astronome, etc., qui s'appelle Biot, et qui date de 1842, mais qui est relativement bien documenté. Alors pourquoi y a-t-il des documents si rares? Bien, d'abord, c'est qu'un certain nombre de documents ont disparu, soit parce qu'ils ont été détruits volontairement, soit parce qu'ils ont été détruits naturellement. Les Chinois, comme vous le savez, tout au moins dans la période qui nous intéresse, écrivaient sur du papier. Le papier, c'est la substance, le support qui se dégrade le plus facilement. Donc ça a disparu. Et puis aussi, il y avait une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'il n'y a pas un dialecte chinois, il y en a déjà au moins 10, plus une quarantaine de dialectes supplémentaires, et à l'époque qui nous concerne, c'est-à-dire dans l'astronomie ancienne, eh bien ces dialectes ne correspondaient pas toujours, loin de là, à ce que le chinois parlait ou écrivait à l'heure actuelle. Si bien que les contradictions, les éventuelles erreurs proviennent certainement du fait que, suivant les dialectes, eh bien, il y avait des réponses différentes. Cela étant précisé, eh bien, pour ceux qui ne connaîtraient pas la carte de la Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde, même à l'époque antique d'ailleurs. Il y a quelques dates qui sont importantes qu'on retrouvera. Les premières poteries, moins 3000. Les Chinois ont précédé pratiquement toutes les autres civilisations sur la fabrication des céramiques, des faïences, des porcelaines et des poteries. Ils étaient passés maîtres là-dedans. Et les premiers textes qu'on a pu éventuellement retrouver remontent à peu près à moins de 1600 ans et étaient sur des poteries. Alors certains disent que c'était les premières écritures chinoises, il y en a d'autres qui disent que c'est simplement, disons, des petites fioritures, des décorations. En fin de compte, on n'en sait rien parce qu'on en a relativement peu. Par contre, à partir de 2100, l'âge du bronze pour la Chine, eh bien on a des renseignements beaucoup plus intéressants. 500, moins 500 avant Jésus-Christ, ce sont les royaumes combattants. En fin de compte, l'histoire de la Chine a été très perturbée. De nombreuses guerres, de nombreux massacres, des unifications, ensuite des envahisseurs, en particulier mongols et autres. Donc, on peut dire qu'il y a eu quelques problèmes. Et enfin, la première unification, moins 200 pour la Grande Muraille. Je vais commencer l'histoire de l'astronomie aux environs de moins de 1600 avec un empereur qui s'appelait Huangdi. À son époque, on a pu retrouver certains documents, et sur le premier document, il y avait un astronome qui s'appelait Tano, qui a inventé un cycle de 60 ans. On le retrouvera dans quelques instants avec quelques explications supplémentaires. On appelle ça le cycle Piazzi, enfin l'AP. L'astronome Yuan fit une sphère et fabriqua quelques instruments astronomiques. Instruments extrêmement rudimentaires d'ailleurs, et qui ne faisaient appel qu'à finalement une chose, la mesure du temps. La mesure du temps qui a été directement reliée à la position des étoiles. À partir de ceci, eh bien, ils ont inventé un calendrier. Le premier calendrier chinois, comme vous pouvez le constater ici, c'est un calendrier lunaire. En fin de compte, la plupart des calendriers primitifs, ou premiers, ont été basés sur la Lune. C'était la façon de donner le temps la plus facilement possible. Le calendrier lunaire démarre avec une nouvelle lune qui s'approche pour le démarrage du 15e degré du Verseau. Le Verseau n'était pas nommé comme ceci, comme on le verra avec disons, les caractères chinois, mais pour nous, c'est beaucoup plus simple. Le 15e degré, j'ai essayé de savoir à quoi ça correspondait. Malheureusement, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Ça devait être une position d'une étoile bien particulière. Pourquoi l'ont-ils choisi? C'est un mystère. Elle n'est pas plus lumineuse que les autres, loin de là. Mais ça a permis de faire le démarrage de cette année lunaire.
il y a 12 mois lunaires de 29 et 30 jours, puisque le cycle de la Lune dépasse légèrement les 29 jours. Et puis comme évidemment ça ne colle pas, et bien avec les Romains ils avaient fait les calendes, et bien avec les Chinois ils s'ajoutent un mois. Il y a 7 mois supplémentaires qui se rajoutent tous les 17 ans, plus exactement 7 mois au total sur une période de 17 ans. Notez bien que ce type de calendrier a été extrêmement utilisé, vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler du calendrier gaulois, il était basé de la même façon, mais lui c'était 5 mois sur 7 ans. 5 mois supplémentaires, c'est exactement le même système. Le mois est divisé en 3 décades, 30 jours divisé par 3 ou 29 jours, ça ne tombe pas tout à fait juste, mais enfin ça va. Le jour commençant à minuit est divisé en 12 heures. Le problème, c'est que, et ils avaient pu le constater, les saisons se décalent progressivement. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes, qu'on connaît très bien, qui a amené d'ailleurs la suppression du calendrier julien pour être remplacé pour nous par le calendrier grégorien. C'est ce déplacement des équinoxes qui a amené d'ailleurs à déplacer le point vernal, une première fois sur la 2e lune, toujours lorsque c'est dans le Verseau, puis la 3e, puis la 4e. À chaque fois, on se recalait sur les saisons. Alors on cite à cette époque 2 astronomes, I et O, qui étaient mathématiciens, astronomes, gouverneurs de l'empereur Chongkang, vers 2159, et ils étaient chargés, les astronomes de l'époque, de prédire essentiellement les éclipses de soleil. L'éclipse de soleil avait un caractère néfaste, profondément néfaste. Il fallait les prédire pour une raison très simple, c'est qu'ils s'imaginaient qu'ils étaient capables de chasser le monstre qui avalait le soleil. Donc, lorsqu'une éclipse de soleil était prévue, on faisait venir les archers, on faisait venir les joueurs de tambour, on faisait venir la population qui s'armait de piques, et dès que le soleil commençait à disparaître, ils envoyaient des flèches dans le ciel, ils jouaient du tambour au maximum, et ils brandissaient les piques. Lorsque ce n'était pas prévu, on s'imaginait qu'on allait vers la catastrophe, et ces 2 malheureux astronomes ne l'ont pas prédit, ils s'occupaient d'autres choses d'ailleurs, et puis il y avait certainement un règlement de compte politique en plus, d'après ce que j'ai pu voir. Mais enfin, bon, toujours est-il que, ayant loupé cette éclipse de soleil, à cette époque-là, on bâtit des pas, décapité, ça a fait réfléchir tous les autres, parce que vous pouvez constater que pendant 1300 ans, il n'y a plus personne au titre d'astronome officiel. Ce qui est assez curieux, c'est qu'ils étaient capables de prédire l'éclipse de soleil, alors que, et ça c'est une difficulté de l'astronomie chinoise lorsqu'on l'étudie, c'était essentiellement des observateurs. Ils regardaient les comment, ils regardaient comment ça se passait, mais ils n'ont jamais pensé à réfléchir au pourquoi, c'est-à-dire la mécanique céleste. Ils n'ont jamais fait un seul calcul là-dessus. Ils mesuraient, ils étaient capables, par tâtonnement d'ailleurs, d'une façon très efficace, de prédire ces éclipses de soleil, ce qui n'était pas du tout facile à faire, mais ils ne cherchaient pas plus loin. La deuxième chose importante au point de vue de l'astronomie chinoise, c'est que, bon, pour faciliter les choses, nous, on travaille avec un repère qui s'appelle le plan de l'écliptique. Le plan de l'écliptique, c'est le plan dans lequel se déplacent le Soleil, la Lune, d'une façon apparente bien entendu, et les planètes. Eux, ils n'ont jamais pensé au plan d'écliptique, ils avaient l'équateur, et ils ont tout mesuré par rapport à l'équateur. Le seul problème, c'est que ça change sans arrêt par rapport à l'équateur, alors que dans le plan de l'écliptique, la position des étoiles est fixe. Fixe sur une certaine période de durée, parce que c'est quand même, les étoiles se déplacent quand même un peu. Et là, ça a créé d'énormes difficultés pour repérer ensuite ces étoiles. En même temps que l'année lunaire, ils avaient défini une année solaire. Une année solaire qui cadrait un peu mieux avec l'année classique. Elle débutait au solstice d'hiver. Le solstice d'hiver devait être fixé avec beaucoup de précision. C'est effectivement la période de l'année qui est la plus facile à repérer. C'est l'époque où les ombres sont au maximum. Au maximum, c'est-à-dire avec le maximum d'ombre, on a également le maximum de précision. Effectivement, la distance étant assez importante, on peut la mesurer avec ce qu'on appelle une précision relative importante. Les solstices, ils n'en étaient pas capables, l'égalité du jour et de la nuit, ils ne
pardon, les équinoxes n'étaient pas capables, l'égalité du jour et la nuit, ça ne pouvait pas se faire, et le solstice d'été, qui aurait pu servir éventuellement de point de départ, lui ayant une ombre beaucoup plus courte, l'erreur est beaucoup plus importante. Donc c'était tout à fait logique de choisir le solstice d'hiver. Reste ensuite à déterminer. Dès cette époque, c'est-à-dire dès 2200-2300 avant Jésus-Christ, ils avaient déterminé la durée moyenne de l'année. Ils avaient fixé à 365 jours un quart, ce qui faisait 3 années de 365 jours et une de 366 jours. Cette année solaire se superposait à l'année lunaire que nous avons eue. Il y a beaucoup de civilisations, bien longtemps après, qui avaient les 2 années. Les Mayas, par exemple, avaient les 2 années. À cette différence près que l'année qu'ils utilisaient pour l'année sacrée n'avait pas 360 ou 350 jours, mais 220. Ça changeait un peu de tout. C'est réparti en 12 mois. 12 mois, il faisait 30 jours de 14/32e. Souvenez-vous qu'on ne connaissait pas les nombres décimaux. On les a connus bien après. Donc ils travaillaient, comme d'ailleurs les Sumériens ou autres, en fractions. À cette différence près qu'eux, ils mettaient des dénominateurs qui leur convenaient, et non pas un dénominateur fixe des 60e. Donc, des Chonki, comme ils disent, c'est le mois. Chaque Chonki, chaque mois, est divisé en 2 quinzaines, de 15 jours, 7/32e. C'est simple à faire, il suffit de diviser 30 jours, 14/32e, on obtient 15 jours, 7/32e. 3 Chonki, ça faisait une saison. On sait que les saisons ne sont pas équivalentes. Les saisons, il suffit simplement de prendre le calendrier et de les calculer. On s'aperçoit qu'il y en a qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. Eux, ils ne se souciaient pas de ça. C'était ça, point la ligne, divisé de façon équivalente. Il y a d'ailleurs eu des expériences, ou plutôt des mesures qui ont été faites, qui n'ont donné aucun résultat satisfaisant. Donc ils sont revenus à leur position initiale, des saisons égales. Comment ajuster l'année solaire avec l'année lunaire? Eh bien, tout simplement en essayant de trouver le plus grand, le PPCM, comme on dit, c'est-à-dire le plus commun multiple, le plus grand commun multiple, le plus petit commun multiple. Ne nous trompons pas, ça date d'une certaine époque. En prenant 235 lunaisons, qui fait 228 Chonki, 19 ans solaires, l'année solaire s'appelle Chang, eh bien on obtient l'égalité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à peu près tous les 19 ans, on retombe sur nos pattes. L'année solaire coïncide avec l'année lunaire. C'est un cycle. C'est un cycle qui a été détaillé par Metton, mais non pas en moins 1100, mais en 432, en moins 1432. Bon, il est possible qu'il soit connu avant Metton, parce qu'on a eu quelques renseignements, en particulier sur certains monuments, tels que Stonehenge, où il est possible qu'il y ait disons, certains, c'est assez tangent, si l'on peut dire, mais certaines preuves que le site devait être connu. Petit problème, c'est que si ça tombait juste, ça ferait exactement 6940 jours. Alors ça ne fait pas 6940 jours, mais seulement 6939 jours, 2 tiers. Il y a un décalage d'1 tiers. Alors pour essayer de compenser le décalage, eh bien, ils sont passés au stade supérieur. Et le stade supérieur, ça consiste en gros à multiplier par 3 ces 19 ans. Et ils ont arrondi, parce qu'ils n'étaient pas arrondis, ça fait 60 ans. C'est le fameux cycle qu'on avait cité tout à l'heure, de 60 ans de Thieu. Vous voyez quand même qu'ils étaient assez pointus sur leurs calculs. Le seul problème, c'est que 2 tiers, c'était arrondi. En vérité, c'est plus proche de 3 quarts. Donc, en fin de compte, pour retrouver le cycle, eh bien, il faut aller beaucoup plus loin. Et ça, ils n'ont pas trouvé. C'est Calippe, en Grèce, quelques années, ou plutôt quelques siècles après Metton, qui l'a déterminé. Un cycle de 76 ans. Ça ne tombe pas encore juste. Hein. Pour avoir le décompte exact, la forme de PPCM, il faut aller encore plus loin. Mais enfin, on s'arrêtera là pour moi.
Alors, quelques dates importantes. En moins 1100, c'est-à-dire à l'époque où on a déterminé le cycle de 60 ans, plus exactement qu'on a trouvé cette valeur, eh bien, il y avait un empereur qui s'appelait Zhu Wang et qui avait un frère, Che Wukong, qui l'a énormément aidé dans la prise de pouvoir. Il avait régulièrement, quelquefois toutes les dizaines d'années, quelquefois toutes les dizaines de siècles, des coups d'État, ça se chamaillait sans arrêt. Ce Che Wukong était extrêmement intelligent. Il a aidé son frère, il n'a pas essayé de prendre le pouvoir, lui. Et par contre, il s'est intéressé à l'observation astronomique. Et il a fait la Tour des Esprits, c'était retrouvé dans certaines notes, qui était le premier observatoire astronomique, je dirais pratiquement au monde, tout au moins la première tour astronomique. À titre indicatif, pour ceux qui ne s'en souviendraient plus, Confucius c'est moins 500. Vous avez sa représentation. Je ne sais pas s'il ressemblait à ça, donc peu importe. Et puis en moins 213, eh bien, c'est que là, ça s'est compliqué, parce que cet empereur, dont le père avait pris le pouvoir peu de temps avant, et qui était quelqu'un qui a fait beaucoup de bien, eh bien, lui, il était un peu fêlé. Il a décrété la destruction de tous les livres. C'est pour ça qu'on trouve relativement peu d'ouvrages qui sont antérieurs à cette date. Il ne s'est pas contenté d'ailleurs de détruire les livres, il a fait couper la tête à 432 lettrés, tout au moins uniquement dans son royaume, et ça a fait régresser considérablement les sciences et la philosophie, la morale à cette époque. D'autant plus, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a relativement peu d'écrits, et les écrits se détruisaient assez vite. Donc c'était la mémoire de ces lettrés qui intervenait énormément. Vous avez la représentation de cet empereur, je ne sais pas si elle est conforme à la réalité, mais il était vraiment très rébarbatif. Quand on regarde ça, j'ai toujours été surpris par cette espèce de planche qu'ils avaient au-dessus de la tête avec le rideau qui tombait devant. C'est assez curieux. Nous divisons le cercle en 360 parties. Ça remonte à 4000 ans avant Jésus-Christ, c'était la façon de compter des Sumériens. Eux, ils ont adopté une autre méthode, ils ont divisé le cercle en 365 parties. Tout simplement parce que l'équateur est parcouru en 365 jours par le déplacement des différentes... le soleil entre autres. Eh bien, la division de ce cercle en 365 parties a été à la base de la position de ces étoiles. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la position des étoiles des Chinois, eh bien, il faut faire une règle de 3 pour retrouver la position telle que nous, on la connaît. En plus, c'est une position équatoriale et non pas sur le plan de l'écliptique. Donc il y a encore un changement d'unité à faire, un changement de valeur à faire. Comment mesurait-il le passage de ces étoiles au méridien sur l'équateur? Eh bien, grâce aux horloges à eau qu'on appelle le clepsydre. Le clepsydre, la partie intéressante du clepsydre, celle sur laquelle on mesure, c'est celle-là. L'eau tombe dans le réservoir, c'est gradué, on obtient une certaine valeur. Le seul problème, c'est que pour faire écouler l'eau, il faut un deuxième réservoir. On remarque très facilement que si le niveau descend, eh bien la vitesse d'écoulement change, elle diminue. Donc il faut maintenir toujours la même pression. Pour maintenir la même pression, on alimente avec un autre réservoir qui va avoir un débit supérieur à celui du bas, de façon à maintenir toujours au maximum. Et il y a un trop-plein qui va éliminer l'eau à chaque fois. Alors les Chinois étaient passés maîtres dans la fabrication des clepsydres. Ce sont eux qui les ont inventés et surtout qui les ont perfectionnés. Les horloges à eau sont remarquables. Après, on peut faire ce qu'on veut. À la place du réservoir, on peut fabriquer un petit système mécanique, par exemple. Ils avaient fabriqué un système avec des boules.
À chaque fois qu'une certaine quantité d'eau était passée, il y a une boule qui tombait, qui se mettait dans un réceptacle à côté. Comme ça, vous pouvez compter le nombre de réservoirs pleins. C'était très ingénieux et quelquefois c'était très artistique. En voici un exemple de clepsydre. Le réservoir réceptacle est ici. Alors ici, ça doit être peut-être le système qui reçoit justement ces boules, qui permet de compter le nombre de réservoirs pleins. Vous avez le réservoir B qui se trouve là, et enfin celui qui est, pardon, le réservoir C qui se trouve là, le réservoir B ici, et enfin celui qui alimente le tout, le réservoir A qui est situé en haut. Ça fait quelque chose d'assez monumental. Et c'est à cette époque que la division de la journée passe à 100 quais. Vous vous souvenez, tout à l'heure c'était 12. 12, ça faisait des laps de temps trop importants. Dans la mesure où on avait un moyen de compter d'une façon beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus précise le temps, eh bien on a divisé la journée en 100. Quelques noms d'étoiles chinois, avec le nom usuel classique à l'heure actuelle, à côté le nom international et la constellation légale à l'heure actuelle dans laquelle ça se trouve. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces étoiles sont classées par ordre de magnitude, c'est-à-dire de luminosité. Pour ceux qui connaissent l'alphabet grec, alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, c'est donc l'étoile la plus brillante de cette constellation. Vous remarquez que quelquefois, l'étoile la plus brillante n'était pas la plus brillante quand on l'a déterminée. Par exemple, Rigel et Bêta d'Orion, c'est-à-dire la deuxième étoile. La première, je crois que c'est Bételgeuse. Même chose ici, pour le Centaure. Alors, je ne connais pas la première. Pollux, c'est la plus brillante, mais c'était la deuxième à l'époque. Ceci a été établi, comme vous pouvez le voir, en 1997, c'est-à-dire c'est assez moderne. Vous remarquez aussi, et c'est une chose également importante, que les caractères chinois ne représentent pas une lettre, mais représentent une syllabe. Les premiers caractères, c'était des illogrammes, c'est-à-dire ça représentait un objet, une idée, un fait. Ensuite, c'est venu progressivement avec des caractères beaucoup plus concentrés, si l'on peut dire, qui représentent des syllabes. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'alphabet chinois. Eh bien, plus exactement, on ne peut pas appeler ça un alphabet, mais disons les caractères chinois, il y en a 50 000 au total. Pratiquement personne n'est capable de les mémoriser. À la rigueur, un ordinateur, si on veut. C'est pour cela qu'on a abordé plus qu'un certain nombre de simplifications modernes. Mais à l'époque où on écrivait les textes d'astronomie, eh bien on utilisait beaucoup de termes, et quelquefois des termes qui n'étaient que très peu employés. Nous avons décomposé l'écliptique en 12 signes. Ça remonte à très loin, ça remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ à peu près. Ça a été, disons, condensé à l'époque des Assyriens, c'est-à-dire environ 500 ans avant Jésus-Christ, de façon classique. Eh bien, les Chinois, eux, n'ont pas 12 signes, mais 28 maisons. 28 maisons qui découpent, non pas le plan de l'écliptique, mais le plan de l'équateur, en 28 parties. Mais 28 parties qui sont totalement inégales. Il y en a qui sont énormes, et il y en a qui sont tellement minuscules que quelquefois elles se renversent. Vous avez ici le nom de ces différentes maisons qui n'ont rien à voir avec la mythologie, comme vous pouvez le voir. On a la corne, le cou, le fond, la chambre, le cœur, la queue, etc. Bon. C'est caractéristique. Nous, on a placé Céphée, Cassiopée, tout un tas de formes mythologiques. Eux, pas du tout, c'était beaucoup plus logique et beaucoup plus simple. Et l'enfourchure, les jambes. Alors à côté, vous avez
à quoi ça correspond. Et la plupart du temps, ça correspond à des parties de constellations. C'est tout à fait normal, étant donné qu'il y en a 28 au lieu de 12. En plus, ça s'étale beaucoup plus. Cette table reprend les différentes maisons que vous avez ici, avec les noms. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que chaque maison est définie non pas par un astérisme, mais par une étoile particulière. Autrement dit, la maison commence au moment où l'étoile arrive au méridien. C'est cette étoile qui est caractéristique. Comment les étoiles ont été choisies? C'est extrêmement bizarre, parce qu'il y a des étoiles qui sont très brillantes, mais il y en a d'autres qui n'ont aucune caractéristique particulière. Alors vous avez à côté la position, telle qu'on la connaît à l'heure actuelle, et puis, là c'est un tableau qui a été fait par Laplace, à l'époque de Napoléon Ier pratiquement. C'est le seul tableau que j'ai trouvé de ce style-là. Vous avez la position en 1800 et la position en moins 2357. Biot estimait, avec les traductions qu'il a pu avoir, que c'était le démarrage de l'astronomie chinoise de position. C'est-à-dire que les premières mesures, les premières positions d'étoiles ont dû être placées ici. Et on peut constater qu'il y a des variations dans les valeurs. Des variations au point que certaines constellations ont changé de place. Effectivement, à notre échelle, à l'échelle d'une vie, les étoiles ne se déplacent pas dans le ciel. On les voit pratiquement fixes. Mais on s'est aperçu que, du fait que tout tourne autour du centre de la galaxie, la position relative des étoiles, leur vitesse étant différente, change très progressivement. La première qu'on a pu mesurer avec précision, c'est l'étoile de Barnard, qui variait d'un peu moins d'une minute d'angle par an, ce qui est déjà considérable. On aurait pu le constater pratiquement, disons, dans l'espace d'une vie. Et bien là, on a les variations qui apparaissent de façon très nette. Où les Chinois ont été imbattables, c'est pour ce qu'on appelle les étoiles invitées, c'est-à-dire tous les phénomènes qui ne sont pas permanents, en dehors évidemment des planètes et de la Lune. Les étoiles invitées, c'est quelque chose qui apparaît dans le ciel où il n'y avait rien précédemment. Parmi les étoiles invitées, ça peut être des météorites. Alors là, c'est très facile, c'est beaucoup plus facile à voir parce que c'est très rapide. Ça dure quelques fractions de minutes ou quelques fractions de secondes. Les comètes, bon là, ça peut durer plusieurs mois. Et puis les novas ou supernovas, c'est-à-dire des étoiles qui étaient invisibles, beaucoup trop faibles, et qui explosent, et qui deviennent extrêmement brillantes. Alors la première qui est notée sur les registres chinois, peut-être y en avait-il avant, mais comme les registres ont disparu, on n'en parlera pas, c'est celle de l'an 4. Bon, on n'a pas réussi à retrouver où c'était, ce que c'était exactement. Est-ce que c'était une comète? Est-ce que c'était une nova? Si c'était une nova, on aurait peut-être retrouvé les cendres, les restes, mais ce n'est pas le cas. Celle de 185, par contre, on l'a repérée. Elle était notée, elle est notée à l'heure actuelle sous la forme de RCV 86. 369, on l'a pas. 386, on l'a. Alors c'est une supernova, c'est-à-dire une étoile qui a explosé. Et puis vous avez celle-ci, qui est la nébuleuse du Crabe. Cette nébuleuse du Crabe est relativement proche de nous. Évidemment, tout est relatif. Elle a été repérée en 1054 par les Chinois. Elle est restée visible en plein jour pendant plus d'un mois. Ce qui est curieux, c'est que dans les pays occidentaux, on n'a rien vu du tout. Peut-être qu'on était dans une période brumeuse, ou bon, vous avez peut-être d'autres préoccupations aussi, on ne sait jamais. Il y avait beaucoup de choses. Bon, la nébuleuse du Crabe, donc en son centre, là on ne le voit pas parce que ça a été surchargé, il y a le résidu d'étoile, la naine blanche. En prenant
la photo actuelle et puis une photo qui a été prise vers 1920, eh bien on peut mesurer l'étendue, la progression de cette nébuleuse. C'est un petit exercice intéressant à proposer aux élèves. Les Chinois, ils sont donc, avec cette façon d'observer le ciel, se sont donc perfectionnés dans ces nouvelles étoiles, et en particulier, ils ont fait une classification des comètes. C'est un document qui date probablement de moins 350. Bon, je ne vous dirai pas ce qui est marqué dessous, mais vous pouvez remarquer que les comètes sont classées en fonction de leur bulbe, de leur noyau et de leur queue. Effectivement, en principe, une comète à l'œil nu n'a qu'une seule queue, mais lorsqu'on l'observe d'une façon plus, disons, précise, eh bien on s'aperçoit qu'elle peut en avoir plusieurs, en général 2 d'ailleurs. Même à l'œil nu, on arrive à voir les 2. Les Chinois devaient avoir un œil extrêmement perçant pour pouvoir détecter toutes ces différences. Ou alors les comètes de l'époque étaient un peu plus intéressantes que celles qu'on a à l'heure actuelle. Je vous ai montré le clepsydre tout à l'heure. Eh bien, le deuxième objet très important de l'astronomie chinoise, c'est le gnomon. Alors, le gnomon, c'est un simple piquet. En plus, c'est un piquet vertical. Un piquet vertical qui, légalement, chez les Chinois, faisait 8 pieds de hauteur. Naturellement, je me suis intéressé au pied. Le pied chinois, ça s'appelle Shi. Voilà. Et le pied chinois, eh bien, comme autrefois les unités qu'on avait en France et ailleurs, eh bien, ça varie énormément. Il y a des petits pieds, il y a des grands pieds, etc. Et j'ai pu constater qu'au fur et à mesure, eh bien, ça pouvait varier entre 0,1675 mètres et 0,3352 mètres. Alors, savoir ce que fait ce 8 pieds, c'est difficile. Mais il y avait une autre indication, en disant que le gnomon devait représenter à peu près la hauteur du Chinois moyen en 2000 avant Jésus-Christ. Or, le Chinois moyen en 2000 avant Jésus-Christ, j'ai trouvé ça sur une petite notice, fait à peu près 1,60 m. Et par conséquent, ça fait le pied à 20 cm. Voilà. Voilà un gnomon tel qu'il était employé. La finesse du résultat, à part le fait que la hauteur doit effectivement être toujours la même, autrement on a une ombre qui va varier, la finesse du résultat dépend de la finesse de la pointe. Mais comme le Soleil n'est pas une source ponctuelle, c'est une certaine grandeur, eh bien la pointe est très difficile à déterminer. Ce qui provoquait évidemment des écarts, puisque c'est la longueur ici qui va déterminer ce fameux solstice d'hiver, la plus grande longueur possible. Alors évidemment, on ne tombe pas dessus du premier coup, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs mesures, et puis on regarde à peu près à quel endroit quel moment c'était le plus long. Mais il y en a un qui était beaucoup plus subtil que les autres, parce qu'il a d'abord pensé, c'était le coach chez Hawking, là, en 1250, c'est moins 1250, hein, c'est pas plus 1250, a pensé qu'il était préférable, pour augmenter la précision, d'avoir un gnomon beaucoup plus haut. Donc il a fait un gnomon de 40 pieds. Alors là, on s'aperçoit que 40 pieds, si c'était 20 cm, ça fait 8 mètres de hauteur. Hein. Donc 8 mètres de hauteur, ça améliore pratiquement 5 fois la précision. Et puis en supplément, comme la pointe posait des problèmes, il s'est dit, au lieu de faire une pointe et une ombre, je vais mettre une plaque avec un tout petit trou. Donc au milieu de l'ombre, il y aura un petit point lumineux qui sera beaucoup plus facile à repérer. Et c'est comme ça qu'il a fabriqué cet instrument qui a permis de mesurer avec beaucoup de précision la date des solstices, et en particulier du solstice d'hiver. Et qu'ils étaient très ingénieux, malheureusement ils n'allaient pas chercher beaucoup plus loin. Et c'est dommage parce qu'ils avaient tous les moyens, en particulier toutes les observations nécessaires pour en tirer des conclusions beaucoup plus importantes. Ça c'est beaucoup plus récent. C'est les fameuses cartes chinoises de Duong. Alors Duong, c'est au milieu de la Chine, c'est une espèce, c'était des sanctuaires qui étaient murés et qui ont été découverts assez récemment. Et on a découvert énormément de rouleaux de papier. De rouleaux de papier avec des cartes. Des cartes, bon, ils disent avec une précision moyenne de 2 degrés. Bon, vous verrez les cartes, moi j'en doute.
Alors après, si on regarde l'interview de la personne, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, qui a découvert ceci, interview traduite bien entendu, ouais, il dit qu'il n'y a que les étoiles principales qui ont une bonne précision. Bon, pourquoi pas. Voilà ce que ça représentait, une carte. Est-ce qu'il y en a qui savent quelle région du ciel ça peut être? C'est assez reconnaissable. Et à la Grande Ourse, c'est exact ici. Voilà. Bon. Et ici, donc, ce serait la petite ours. Ça, c'est l'empereur. Ce point rouge, c'est l'empereur. Voilà. Et puis, autour, eh bien, c'est les murs de la cité interdite. Et puis, pour protéger la cité interdite, vous avez l'armée des princes, qu'on retrouvera à peu près partout. Voilà. Alors, je ne décrirai pas les autres. À chaque fois, il y a des explications. Hein. Si quelqu'un est suffisamment bon en chinois, ici, hein, il pourrait essayer de traduire, mais ce n'est pas le cas. Par contre, je me suis... Bon, alors, il faudrait que ça passe au suivant. Voilà. Bon, c'est la première représentation graphique, effectivement, de l'ensemble. Et ça, est-ce que vous avez vu ce que c'est? Regardez ça. C'est Orion, c'est tout à fait exact. Alors, dans le langage chinois, c'est le soldat, ou plutôt le prince Chen, le combattant Chen. Il a le pied, ici, sur ce qu'on appelle le puits de Chad. Là aussi, on retrouve souvent ce petit truc. Et il brandit sa bannière. C'est pas un arc, comme chez nous, c'est sa bannière. Au-dessus, vous avez l'armée des princes qui lui donne la main. Et là, eh bien là, ce sont les chariots qui emmènent les affaires des princes. Et puis comme ils ont soif, eh bien, il y a la coupe ici, pour boire. Et là, c'est un puits tout court. Ils se servent de la coupe pour prendre le puits. Et puis ici, vous avez le marché aux soldats. Sans doute, en cas de perte, ils vont chercher les soldats à cet endroit-là. Et là, eh bien, ça s'appelle les latrines. Vous voyez qu'ils pensaient à tout. Des latrines. Hein? Voilà. Ah, tout était réglé comme du papier à cuisine. Voilà Orion. Hein, on reconnaît les 3 étoiles, les 2 du... Alors c'est un peu décalé. Hein. Bon, les 2 du bas. Bon, il y en a une qui est un peu effacée. Bon, après c'est un peu plus difficile parce que voir un cercle ici, vous voyez, c'est quand même drôlement déformé. Hein. Oui, oui, on voit à peu près. Hein, bon. Là, vous avez la coupe, ici. Là, c'est le puits qu'on trouve ici. Bon. Il faut faire preuve quand même d'une assez grande interprétation. Bon, je ne vous décrirai pas celui-ci, vu que je n'ai pas trouvé la traduction. Donc, vous retrouvez encore ces espèces de serpentaires, là. Bon, toujours le zigzag. Donc là, vous avez toutes les explications nécessaires pour l'utilisation. En voici une autre. Encore une autre. Toujours le même style. Nous avons, nous, 88 constellations. C'est fixé une fois pour toutes. Les astérismes aussi, c'est-à-dire les dessins qui relient ces étoiles. Et les noms également. Les Chinois en ont 283. 283 pour 1450 étoiles. Les astérismes sont très variés. Il y en a qui ne comportent qu'une seule étoile. Il y en a d'autres qui ont plus de 30 étoiles. C'est comme les maisons qu'on a vues tout à l'heure. Il y a des maisons qui sont très petites, qui font moins d'1 degré. Il y en a d'autres qui font plus de 30 degrés. Eh bien, pour les constellations chinoises, qui sont indépendantes des maisons, il n'y a pas de correspondance. Ces 2 systèmes, c'est comme le calendrier lunaire et le calendrier solaire, hein, ça représente la même durée, mais ce n'est pas du tout la même façon de compter. Eh bien, pour les maisons et les constellations, c'est 2 façons de représenter le ciel, pas aussi importantes pour les maisons que pour les constellations, mais il n'y a pas de correspondance. Je vous en ai choisi 3. On n'allait pas passer les 283. La louche du Nord. À votre avis, qu'est-ce que ça va être?
La grande ours, évidemment. Évidemment. Et effectivement, ça ressemble quand même plus à une douche qu'à une ours. Voilà les étoiles qui composent cette grande ours. Donc notées avec les lettres grecques, alpha, bêta, gamma, etc. Avec les noms. Puisque dans le cas de la grande ours, les étoiles sont de première grandeur, en fait tout au moins très lumineuses, et par conséquent ont été nommées. Ce qui n'est pas le cas de toutes les étoiles. Ça, c'est Cassiopée. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'ils n'ont pas pris les étoiles les plus brillantes pour Cassiopée. Ils ont pris des étoiles tout à fait secondaires, puisque ici, SAO, SAO et SAO, ce sont des étoiles qui font partie d'un catalogue et qui ne sont pas, tout au moins à l'heure actuelle, presque pas visibles à l'œil nu. C'est des étoiles de 5e, 6e altitude et qui sont très faibles. Vous en avez deux autres également, qui sont numérotées simplement, qui sont donc plus anciennes, tout au moins dans notre catalogue. Et puis enfin la dernière, c'est le roi céleste. C'est celle qui n'est composée que d'une seule étoile, c'est Arcturus. Arcturus, l'étoile principale du Bouvier, extrêmement lumineuse, qu'on voit très facilement au printemps, l'été et même au début de l'automne, le soir. Alors comment nommait-il les planètes? Mercure, qui s'appelle Schwixing. La prononciation n'est absolument pas garantie. C'est l'étoile de l'eau, ou l'étoile pressée. Alors l'étoile pressée, c'est tout à fait normal, parce que Mercure est celle qui se déplace le plus vite dans le ciel. Étant proche du Soleil, elle se déplace extrêmement rapidement. Vénus, étoile de métal ou grand blanc. Effectivement, Vénus est très brillante, donc on peut estimer que c'est quelque chose qui correspond à ceci. Mars, l'étoile de feu, puisqu'elle est rougeâtre. Jupiter, l'étoile de bois, ou l'étoile de l'année. Bon, effectivement, Jupiter se déplace beaucoup plus lentement, et lorsqu'on la voit dans le ciel, elle est très lumineuse, moins que Vénus, mais elle reste pendant pas mal de temps. Donc on peut l'appeler l'étoile de l'année. L'étoile de bois, je ne vois pas pourquoi. Et Saturne, l'étoile de la Terre, ou l'étoile exorciste. Bon, ça, la correspondance n'est pas évidente. Le Soleil s'appelle Ri. Notez la correspondance avec le Ra égyptien, c'est pas très loin. Bon, mais ici, il l'appelle Taïan. La Lune, c'est Taïn. Yang, In. On va voir plus loin. Ou Yu. Ces deux noms ne correspondent pas au même système d'écriture. C'est curieux parce qu'on pourrait croire que l'un va plus facilement avec l'autre. Enfin. Comment voyait-il le ciel? Je vous ai dit tout à l'heure que s'il se contentait très facilement de voir les positions, de voir le comment c'est placé, il ne s'intéressait pas du tout au pourquoi. Et pourtant, ils ont fait quelques théories. La première théorie, alors c'est par ordre, dirons-nous, chronologique. La première théorie, c'est la théorie des ciels recouvrants, la plus archaïque. C'est une coupole hémisphérique qui tourne autour de la Terre, plate et carrée. Je vous montrerai ce que ça donne dans quelques instants. Le Soleil et la Lune, dont le mouvement n'est pas complètement solitaire, sont entraînés comme des fourmis sur une meule. Autrement dit, ils voyaient que ça se déplaçait, mais ne cherchaient pas à savoir comment ça se déplaçait, ni ce que ça allait donner. Ce qui ne nous empêchait pas, grâce à la précision des mesures, d'être capables, dans de bonnes proportions, de prévoir ces fameuses éclipses, qui sont très difficiles, les éclipses de soleil, surtout très difficiles à prévoir. La théorie du ciel sphérique, c'est un peu plus, un peu plus étudié, un peu plus compliqué. Donc c'est le 2e siècle avant Jésus-Christ. On connaît celui qui l'a trouvé. C'est comme un œuf sphérique. Le ciel serait la coquille, la terre le jaune. Là, on voit déjà que c'est plus plat. On n'a pas une terre carrée et plate. On a une terre sphérique. C'est déjà mieux. C'est déjà plus proche de la réalité. Alors, on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a au-delà du ciel, puisqu'on ne le voit pas. Ça ne les intéressait pas. Ils n'essayaient pas d'aller au-delà. Et la théorie de la nuit étendue, alors là, c'est une explication, ils essaient d'expliquer comment les astres restent dans le vide. Alors on estime qu'on leur souffle dessus, en quelque sorte, et ça maintient les astres dans le vide. Il n'y a pas de firmament solide, alors que dans les deux cas précédents, on s'imaginait que c'était un ciel solide, une sorte de toile.
hein, comme par exemple les voûtes que l'on a. Alors voilà ce que ça donne, la première, la plus ancienne. Une terre carrée, et puis suspendu, un ciel hémisphérique. C'est très commun. C'est tiré d'un bouquin remarquable sur toutes les cosmologies, j'avais fait une conférence là-dessus il y a pas mal de temps, sur toutes les cosmologies qui pouvaient exister dans le monde. Aussi bien les cosmologies antiques que celles qui existaient encore il y a 200, 300 ans dans certaines peuplades d'Amérique du Sud ou d'Amérique tout court ou d'Océanie. À titre indicatif, en dessous, ces strates, c'est les enfers. Suivant le degré, disons, de nuisance, eh bien, on tombait plus ou moins bas. Là aussi, c'est très courant. Alors, c'est pas la Chine, c'est le Tibet. Bien que le Tibet soit annexé par les Chinois depuis un certain temps. Alors, je vous l'ai mis parce que c'est la première représentation de l'infinité des mondes. Dans la cosmologie tibétaine, qui date ici de 600 ans après Jésus-Christ, on estimait que chaque monde avait autour de lui des étoiles, des planètes, etc. Enfin, plus exactement autour de la planète, parce qu'on n'imaginait pas que la planète ne pouvait être autre chose qu'un centre. C'est la multiplicité des mondes. Notre monde n'était pas unique. C'était, au point de vue pensée, énorme, parce qu'à cette époque-là, on imaginait que la Terre était le centre et qu'il n'y avait rien d'autre autour. Eh bien, les Tibétains pensaient qu'il y avait quantité d'autres mondes habités, ailleurs que sur la Terre. Même chose, hein. En dessous, vous avez les enfers. Et comme c'est une région montagneuse, ils s'imaginaient qu'au centre de la Terre, eh bien, c'était leur montagne. Si je vous représentais ici la tradition grecque ancienne, eh bien, au centre de la Terre, c'est le mont Olympe. On est toujours très centré. Les astronomes chinois, il y en a relativement peu, si bien que je n'ai pas eu beaucoup de choix à faire. Je les ai classés par ordre chronologique, et j'ai noté à chaque fois ce qu'ils avaient fait de mieux. Le premier qui a été noté, puisque malheureusement les autres, on n'a pas pu retrouver leurs travaux, on sait que certains ont fait en particulier des calendriers et autre chose, eh bien le premier qui a été trouvé de façon sûre, il s'appelle Gang Te. Il a fait un catalogue d'étoiles, il a calculé les périodes de Jupiter, Vénus et Mercure. Quand je dis calculer, c'est un peu faux, il les a mesurées tout simplement, avec l'aide du clepsydre en particulier. Et il a déterminé de façon beaucoup plus rationnelle l'année à 360 jours, un quart. Le deuxième, pratiquement à la même époque, s'est intéressé au positionnement de 121 étoiles et surtout aux taches solaires. C'est le premier qui a détecté les taches solaires. Alors pour cela, ils avaient inventé un système relativement simple, une boîte percée d'un trou avec un écran au fond. Et ainsi, le Soleil pouvait être observé sans crainte, parce qu'on ne peut pas regarder le Soleil directement, on se brûle la rétine très vite. Hein, c'est très très dangereux. Et pour observer, puis de toute façon on ne voit pas les tâches, et pour observer ces tâches, eh bien, on projetait le Soleil sur un écran et on regardait cette projection. Et on voit très facilement les tâches. On a un petit appareil qui nous donne un très bon résultat, qui est même un peu meilleur parce qu'il y a une petite lunette qui est branchée dessus. Après, on passe après l'époque de Jésus-Christ, Zhang Hen, que vous avez ici sur un timbre, sphère armilière mécanique à eau. La sphère armilière, c'est une sphère qui est censée représenter le mouvement des étoiles, des planètes, et la position des étoiles. La position des étoiles, compte tenu du fait qu'ils ne prenaient pas le plan de l'écliptique, bougeait sans cesse. Donc il fallait un système de mécanisme. Ils étaient très doués, comme vous le savez, sur les mouvements d'eau, puisqu'on a parlé du clepsydre. Eh bien, il a réussi à faire une sphère armilière qui se déplaçait. C'est à peu près la seule. Les autres, du fait que les étoiles dans le système occidental, ou tout au moins moyen-oriental, eh bien, les étoiles étaient sur la sphère appelée sphère des fixes. Ce n'était pas la peine d'avoir un mouvement. Il a fait un catalogue de 2500 étoiles, c'était considérable,
C'est sans doute d'ailleurs en se basant sur ces catalogues qu'on a fait ensuite les plans, de nombreuses années après, ce que je vous ai montré. Et la relation Lune-Soleil, c'est-à-dire un système de calcul d'éclipse beaucoup plus efficace. Ce qui ne l'a pas empêché de se tromper dans une éclipse de Soleil qu'il a purement et simplement oublié. Non, pardon, lui, il n'a pas oublié, c'est les IEO qui ont oublié. Lui, il a prévu une éclipse de Soleil qui n'a pas eu lieu. Autrement dit, l'empereur de l'époque avait fait sortir ses archers, ses joueurs de tambour, sa population avec des pics, et puis ils ont attendu, ils n'ont rien vu. Bon, mais c'était un malin. C'était un malin parce qu'il a dit, ben, c'est très simple, c'est que l'empereur était trop bon, il a trop bien fonctionné, il a trop bien fait son boulot, et par conséquent, eh bien, les dieux ou l'objet qui mangeait le soleil a renoncé, puisqu'il n'y avait plus de raison de sanctionner l'empereur. Il s'en est tiré sans aucun problème. Yang, en 725, a trouvé le décalage d'1 degré du point vernal tous les 83 ans. Effectivement, c'est le fameux décalage qu'on a vu tout à l'heure, où il fallait changer de lune à chaque fois, mais alors cette fois-ci sur des périodes beaucoup plus importantes. Là, il a trouvé que ce décalage était à peu près d'1 degré tous les 83 ans, et ça correspond à quelques fractions de minutes près, de secondes près d'angle, à ce qu'on connaît de la précession des équinoxes. Il a construit un planétarium, toujours mu par l'eau, et il s'est passionné pour l'étude de Jupiter. Le dernier de cette période, que je vous ai noté ici, a fait des instruments divers et il a réussi, avec peut-être justement le clepsydre plus perfectionné qu'il a fabriqué, à trouver que l'année était ici de 365,242 jours. Vous remarquez qu'il n'y a plus la fraction, parce qu'entre-temps, on avait inventé le système décimal. Le système décimal a été inventé en Inde vers les années 600-700 et a commencé à se répandre. Et après cette période, parce que c'est quand même pas fini, on a 1200 à peu près, et bien après, malheureusement, ça a décliné de plus en plus. Ça a décliné jusqu'à cette personne. Alors, je n'ai pas réussi à trouver la date exacte, c'était aux environs de 1600 et poussières. Il a de bonnes têtes, hein, vous voyez. On voit ici l'astrolabe, on voit ici une serre armilière, on voit ici un cadran qui permet de mesurer la hauteur des étoiles. Ce sont des instruments qui ont été inventés en Occident. Eh bien, ce n'est pas un Chinois, c'est un jésuite. Les jésuites ont commencé à se répandre dans le monde. Et les jésuites, bon, ils avaient des instructions très poussées. Et lui, ben, il s'est mis à la cour de l'empereur, vers 1600 des poussières, et il a été chargé de reconstituer toute l'astronomie. Et pendant 200 à 300 ans, l'astronomie chinoise a été le fait des jésuites, qui a repris à peu près tout ce qu'avaient fait les Chinois, qui ont essayé de le modifier un peu, ça n'a pas marché d'ailleurs, parce qu'ils tenaient énormément à leur principe de base, mais les jésuites ont adapté les calculs, je dirais, plus modernes, aux expériences, aux valeurs qu'avaient les Chinois avaient trouvées. Je vous en cite quelques-uns de la période suivante. Celle-ci, astronome, géophysicienne, 12 publications sur la gravité, les éclipses de lune, etc. C'est exceptionnel d'avoir une femme astronome. Bon, elle n'a pas fait énormément de choses, mais elle s'est battue de façon très énergique pour que les femmes chinoises aient droit à l'éducation. Elle est surtout connue à cette époque pour cela. Et à cette époque pour cela, c'était très très difficile. Je passe maintenant, parce qu'il n'y a pratiquement rien à part les jésuites qui faisaient leur boulot, si l'on peut dire, tout au moins au point de vue astronomie, parce qu'ils en faisaient également beaucoup d'autres, au point de vue prosélytisme en particulier. Eh bien, vous avez ici
un dénommé Zhang Yuzhe, qui a vécu au début du siècle dernier, et qui passe pour être le fondateur de l'astronomie chinoise moderne. Son seul fait, à part d'avoir reconstitué l'école chinoise d'astronomie, c'est d'avoir découvert un astéroïde qu'il a appelé Zhonglu. Et puis vous avez, dans l'époque beaucoup plus proche, deux personnes beaucoup plus qualifiées. Celui-ci, qui a étudié les pulsars, les étoiles à neutrons, pionnier des hautes énergies, c'est-à-dire qu'il étudiait essentiellement les rayons X et les rayons gamma émis par ce type d'étoiles. C'est lui qui a lancé dans le monde entier l'étude de ces phénomènes. Et puis celui-ci, dont je n'ai pas été fichu de trouver les dates, si jamais il y en a un d'entre vous, on pourra toujours compléter par la suite. Je sais simplement qu'en 1978, il a publié une thèse, donc en principe il doit être assez récent, c'est-à-dire dans les années, mettons 1940 et 45-50, sur la formation des nébuleuses planétaires, c'est-à-dire des nuages qui se forment autour d'une étoile mourante ou qui est en train de mourir. Et il a basé son système, alors là j'ai mis l'effet chasse-neige parce que c'est beaucoup plus parlant que l'effet décrit par lui. C'est un peu comme si un objet très puissant jetait aux alentours les produits qui se détachaient de l'étoile. C'est l'effet chasse-neige, un chasse-neige qui passe dans une rue, jette de chaque côté de la neige. Eh bien, lui, il a bâti sa thèse là-dessus, calcul à l'appui. Voilà, vous voyez, il n'y a pas énormément d'astronomes chinois. Bon, les Chinois, comme vous le savez, à l'heure actuelle, sont beaucoup plus avancés dans l'astronautique, puisqu'ils expédient des formules taïkonautes. Ils ont fait beaucoup d'expériences de ce type. Et aussi, ils sont en train de faire un réseau concurrent de celui du GPS. Les Russes ont déjà fait le leur, nous on est en train de faire le nôtre qui s'appelle Galileo, et bien les Chinois sont en train d'en faire un, mais à une cadence beaucoup plus élevée que la nôtre, ils auront fini bien avant. Et aussi, ils espèrent pouvoir aller se balader sur la Lune dans peu de temps. On ne peut pas quitter l'astronomie chinoise sans parler de l'astrologie. Puisque finalement, si j'avais voulu faire l'astrologie, c'est chose qui m'intéresse très peu, eh bien j'aurais eu une quantité importante de documents, surtout de documents beaucoup plus modernes. Eh bien vous savez que l'astrologie chinoise est totalement différente de l'astrologie occidentale, qui est basée plutôt sur les zodiaques, le mois. Elle est basée sur l'année. À l'heure actuelle, nous sommes dans l'année de la chèvre, qui a commencé en février 2015. En février 2016, on va passer dans l'année du singe. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, parce qu'on rajoute à ces signes un cycle de 2 ans avec 5 éléments. Le bois, la terre, le feu, le métal, etc. 5 éléments qui peuvent être éventuellement remplacés par une couleur. À chaque élément que vous avez ici, vous avez une couleur. Le bois est vert. C'est normal. Le feu est rouge, la terre orange, bon, si on veut. Ça me rappelle... Le métal est blanc, l'eau est noire, là c'est dossal, sans doute, ou bleu foncé. Autrement dit, si on veut être complet, eh bien nous sommes dans l'année de la chèvre de bois ouverte. C'est la même chose. L'année prochaine, on sera dans l'année du singe. Mais on va changer aussi, parce qu'on va être dans le singe de terre. On a eu 2 fois le bois, c'est-à-dire le cheval et la chèvre de bois. Maintenant, on va avoir le singe de terre et le coq de terre. Bon. Après tout, pourquoi pas, c'est amusant. Ce qui est encore plus amusant, ce sont les prédictions. Ça, c'est la prédiction générale. Parce que ça ne se vend pas, une prédiction générale. Il est préférable de faire une prédiction par personne.
Donc il y a tout un tas d'autres systèmes qui se superposent à l'homme. Et là, la protection générale est beaucoup plus intéressante. Alors si je lis, on doit s'attendre à tout cette année du coup. Surtout à l'inattendu. Bon. S'attendre à l'inattendu, c'est déjà un peu spécial. Des coups de théâtre se produiront en longueur de mois, de semaines et de jours, dans la société comme dans la famille. Ceux qui ont les nerfs fragiles connaîtront des moments pénibles. Ceux qui ont le sens de l'humour, en revanche, s'amuseront bien. Là, j'en doute, hein. Très sérieusement. Hein. Ou alors, il faut vraiment que le sens de l'humour soit particulier. Hein. Ce qu'il y a de rassurant dans l'Handbook, c'est que toutes les péripéties, quelque dangereuses qu'elles puissent paraître, finiront en général de façon parfaitement anodine. On s'en est rendu compte. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Ou alors, on a une conception de l'anodin qui est assez particulière. Hein. Des situations épouvantables, ça je suis d'accord, pour en secret, faute de jugement et de la sagesse de la part des responsables. Et pas dans les gencives. Puis un retournement interviendra juste à temps, ben là, j'ai pas vu. Pour éviter le désastre qu'on croyait inévitable. Voilà. Ben, ils ont parié et ils se sont trompés. Voilà ce que j'avais à vous dire.